Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous du cycle Réussir avec le CNEAP, un cycle de webinaires qui vous propose de découvrir les 1001 facettes de l'enseignement agricole. Un rendez-vous qui s'inscrit également dans un contexte plus global de valorisation de l'enseignement agricole, porté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui a initié une campagne de communication et de promotion de cet enseignement. Le 23 mars dernier, nous avons exploré le champ des possibles de l'enseignement agricole en matière d'orientation. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante, celle de l'insertion professionnelle des jeunes issus de l'enseignement agricole. Quelques chiffres pour commencer, issus d'une enquête réalisée en 2019 par le ministère de l'Agriculture. 76% des jeunes issus d'un CAP agricole, 82% d'un bac pro agricole et 90% d'un BTS agricole sont en poste dans les 3 ans qui suivent l'obtention de leur diplôme. Comment expliquer ces bons résultats? Comment se construit un projet professionnel en cours de formation? Que viennent chercher les élèves qui intègrent un lycée agricole et qui trouvent-ils? 6 témoins, jeunes professionnels ou plus expérimentés, et tous issus de l'enseignement agricole, vont croiser leur parcours et leurs expériences, et avec eux, nous allons mieux cerner et comprendre pourquoi l'enseignement agricole est une porte ouverte sur une insertion professionnelle réussie. Nous avons également le plaisir d'accueillir ce soir M. Jean-Marc Boyer, sénateur du Puy-de-Dôme et président de la mission d'information sur l'enseignement agricole du Sénat. Il nous présentera cette mission et sera le grand témoin de notre webinaire. Sophie Orange animera notre webinaire ce soir et je lui laisse dès à présent la parole. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Maude, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés pour suivre ces échanges avec des témoins que vous allez découvrir. Ils sont installés aux 4 coins de la France et prêts à partager leur expérience, leur parcours, leur métier, leur réussite et pourquoi voilà, aujourd'hui ils ont un métier qui leur plaît et dans lequel ils s'épanouissent. Et donc tout de suite je vais donner la parole à notre grand témoin, Jean-Marc Boyer, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes sénateur élu dans le Puy-de-Dôme et donc président de la mission d'information enseignement agricole du Sénat. Elle a été créée en février dernier. Elle doit s'achever au début de l'été avec un rapport que vous allez remettre fin juin, début juillet. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les objectifs, le rôle de cette mission que vous présidez? Voilà, donc bonjour à tous. Voilà, donc Jean-Marc Boyer, sénateur du Puy-de-Dôme. Je suis aussi, avant d'être sénateur, j'ai été enseignant pendant plus d'une trentaine d'années dans un lycée professionnel agricole dans le Puy-de-Dôme, donc à Rochefort-Montagne. Donc moi, je suis très heureux de participer à cette rencontre aujourd'hui, donc, en tant que présidente de cette mission d'information qu'on a souhaité mettre en place au niveau du Sénat. Donc j'en suis le président et ma collègue sénatrice Nathalie Delattre qui est sénatrice de la Gironde, en est le rapporteur. Donc une mission d'information, c'est un outil qui est à la disposition du Parlement et à la disposition du Sénat pour exercer ses missions constitutionnelles de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Chaque groupe politique a la possibilité de demander une fois par année parlementaire la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information pour étudier un sujet qu'il choisit. Et donc le Sénat met en place une structure temporaire qui est composée de sénateurs de différentes formations politiques et qui va travailler sur ce thème. Donc cette mission sur l'enseignement agricole, outil indispensable au cœur des enjeux de nos filières agricoles et alimentaires, c'est son intitulé, a été créée à l'initiative du groupe RDSE du Sénat. Et elle comprend 23 sénateurs et rendra ses conclusions en septembre prochain. Donc, le Sénat a toujours prêté une grande attention au sujet qui concerne l'enseignement agricole et cette mission trouve son origine dans l'examen du dernier budget pour 2021. Et à l'initiative de notre rapporteur Nathalie Delattre, le Sénat avait alors jugé insuffisant les moyens dévolus à l'enseignement agricole. Donc, notre mission d'information traitera de l'ensemble de l'enseignement agricole, c'est-à-dire l'enseignement technique et supérieur agricole, public comme privé, tout en étudiant leur lien avec la recherche. Nous procédons actuellement à des auditions. Nous avons ainsi entendu votre président et votre secrétaire général.
nous nous rendons sur le terrain. Nous sommes rendus en délégation dans la Gironde il y a à peu près un mois. Et la semaine prochaine, il y a une délégation qui se rend dans le Nord pour visiter 3 établissements du CNEAP, à Ouamil, Bourbon et Gennec. Je ne sais pas si je prononce comme il faut les noms. Merci beaucoup, Monsieur Boyer. Effectivement, l'intérêt de votre mission, c'est que vous rencontrez des acteurs de terrain pour faire un certain nombre de constats et des conclusions que vous allez soumettre aux sénateurs, mais aussi à l'ensemble de la classe politique et de l'opinion. Ce que je vous propose, c'est là presque vous avez 6 auditions d'un coup, si j'ose dire, puisque grâce à ce webinaire, vous allez pouvoir écouter 6 parcours différents. Et puis, je vous demanderai tout à l'heure, voilà, comment ces parcours, ces témoignages font écho par rapport à votre expérience et pourquoi aussi peut-être peuvent-ils s'intégrer dans cette mission que vous présidez aujourd'hui. On va démarrer déjà en regardant, en écoutant des jeunes qui sont actuellement en formation. Alors vous verrez, ils ont des âges différents, des expériences différentes, des envies différentes. C'est eux qui vont nous expliquer quels sont leurs objectifs de vie et de métier. Éducatrice de jeunes enfants ou animatrice auprès des personnes en situation de handicap. J'aimerais produire des fleurs coupées pour ensuite les commercialiser. Je me destine au métier d'éducatrice de jeunes enfants. Actuellement, je suis en bac général. Plus tard, j'aimerais suivre des études vétérinaires pour pouvoir devenir vétérinaire rural. J'aimerais bien devenir ingénieur aromaticien, alors ingénieur en recherche et développement. Mon projet professionnel après mes études serait de reprendre l'entreprise familiale depuis 3 générations qui est une jardinerie en plein centre de Toulouse. Elle se nomme Au Parfait Jardinier. Je souhaite faire un BTS en abiotech à l'ISVT, puis m'orienter dans les laboratoires de cosmétiques. Je souhaite exercer le métier d'infirmière, plus particulièrement le métier d'infirmière urgentiste. Suite à l'obtention de mon diplôme, je souhaite devenir technicien de rivière ou technicien en assainissement. J'ai fait un CAP SAEVR, je suis actuellement en bac pro SAPAT et l'année prochaine je me dirige vers le CAP Petite Enfance pour travailler dans les multi-accueils ou dans les écoles primaires. Je souhaite devenir technicienne de laboratoire. Le lycée agricole nous forme auprès des différents publics pour notre orientation future. Cela m'apporte des connaissances pratiques et théoriques sur mon futur métier. L'enseignement agricole me prépare au mieux pour mon projet professionnel grâce aux différents stages que j'ai pu effectuer. Cela m'a permis une véritable immersion dans le milieu professionnel. Je suis en enseignement général, mais mon lycée propose l'option AET, qui signifie agronomie, économie et territoire. Et en m'investissant dans de nombreux projets de groupe, comme le challenge agriculture paysanne, ça m'a permis de découvrir le monde agricole et ça m'a confirmé aussi la volonté de vouloir travailler dans ce milieu-là. Pour moi, l'enseignement agricole me prépare mieux à mon projet professionnel parce que je trouve qu'on est mieux encadré, on a beaucoup de travaux pratiques, on est vachement soutenu, on est vachement à l'écoute et c'est vachement appréciable et c'est un vrai plus. Donc ma formation BTS Axe me permettra plus tard de pouvoir gérer au mieux mon entreprise puisque nous avons un aspect de comptabilité et de gestion qui rentre en jeu dans notre formation. On fait beaucoup de pratiques et de manipulation et récemment nous sommes allés voir la distillerie d'un de nos profs. L'enseignement agricole nous prépare au mieux grâce aux nombreux et différents stages auprès des différents publics que j'ai pu découvrir ou que je peux découvrir après notre poursuite d'études. L'enseignement agricole m'a offert des connaissances et des compétences en hydraulique nécessaires pour mon projet professionnel. L'enseignement agricole nous prépare au mieux à notre projet professionnel car nous faisons beaucoup de stages qui nous permettent d'apprendre de nouvelles choses et de mettre nos compétences en pratique au sein des structures. En ayant de nombreuses heures de travaux pratiques par semaine, cela nous permet de renforcer nos connaissances théoriques. Voilà, merci à tous ces jeunes, plein de projets, plein d'avenir, plein d'envie. On leur souhaite beaucoup de réussite dans les années qui viennent. Réussite qu'ont déjà vécu les 6 grands témoins que nous allons entendre maintenant. On va commencer par accueillir Alexiane Rebel. Bonsoir Alexiane.
Vous êtes connecté depuis l'Arbrel, jolie commune à côté de Lyon. Vous êtes aujourd'hui, vous travaillez pour une communauté de communes depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, pour notamment comme mission développer le point information jeunesse. Alors, j'ai déjà envie que vous m'expliquiez votre parcours. Voilà, comment êtes-vous arrivé à ce poste-là il y a quelques mois maintenant? Alors, il faut que vous ouvriez votre micro, Alexiane. On vous voit, mais sans micro, c'est moins bien. Donc, voilà, un petit clic pour nous raconter. Donc, vous avez commencé, d'abord, vous étiez dans un lycée général et après, vous avez bifurqué vers l'enseignement agricole, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, j'avais besoin de concret. Je savais que je voulais faire fleuriste à l'époque. Donc, je me suis orientée vers un bac production horticole. À la suite, du coup, un réel attrait pour l'environnement parce qu'on y a été très sensibilisé. Donc, j'ai continué dans un BTS DATR, donc développement animation des territoires ruraux, qui m'a permis justement d'en savoir davantage sur la dynamique des territoires et vraiment un réel coup de cœur pour les territoires ruraux. J'ai voulu en découvrir plus du coup sur comment étaient organisés les territoires et donc j'ai réalisé une licence professionnelle aménagement du territoire et de l'urbanisme, pardon. Pour ensuite travailler dans un château de la Loire en tant que médiatrice culturelle et ensuite un service civique où c'était dans un point information jeunesse, développer la communication, notamment une carte avantage jeune. Et puis voilà, aujourd'hui à la communauté de communes à l'Arbrel. Il faut que vous nous expliquiez quand même que ce travail, vous l'avez trouvé en un claquement de doigts. Oui, très facilement. En effet, ça a été le premier poste auquel j'ai postulé et ça a fonctionné parce que vraiment un coup de cœur sur la fiche de poste. Donc évidemment, la motivation était présente et le poste était conçu parfaitement pour mes compétences. Vous, ce qui vous suit depuis finalement ce BTS, c'est le T en fait. Hein, c'est le T et le R, territoire, rural, voilà, sont des mots qui vous parlent. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que c'est des territoires innovants. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les métropoles, dans les villes, et avec les enjeux environnementaux notamment, je trouve que les territoires ruraux nous permettent en tout cas d'innover et de pouvoir changer des choses. Et c'est ça qui m'anime sur ces thématiques et ces deux mots. Aujourd'hui, quand on voit votre métier, rétrospectivement, on peut se dire que vous auriez pu faire une école de communication, une école d'attaché de presse, voilà, parce qu'aujourd'hui, votre travail, c'est plus ça finalement. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, vous aviez choisi l'enseignement agricole et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, en un mot, le concret, et puis aussi, quand on a 15-16 ans, c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire plus tard. On ne se connaît peut-être pas forcément non plus. Donc là, l'idée au début, c'était vraiment un projet de devenir fleuriste et puis progressivement, grâce aux cours et l'enseignement agricole, se rendre compte vraiment de l'enjeu environnemental et progressivement avoir cette couleur sur le territoire. Voilà, ça s'est fait en même temps que ma construction. Est-ce que quand vous étiez dans l'enseignement agricole, est-ce que le monde professionnel est venu à vous? Est-ce que vous avez fait des stages qui vous ont permis de découvrir ces territoires, ce monde rural? Comment est-ce que les passerelles existaient entre les deux, entre l'enseignement agricole et la vie professionnelle? Via des visites de structures, des stages. Vous avez pu rencontrer des professionnels qui vous ont donné envie, des gens de terrain, voilà, c'était des rencontres qui vous ont rapproché du terrain et donné envie d'aller dans les territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que finalement, votre objectif, c'est de faire connaître aux jeunes toutes les capacités qu'il y a autour d'eux? Voilà, comment est-ce que vous pourriez décrire votre métier aujourd'hui, développer le point information jeunesse? C'est montrer aux jeunes qu'ils ont de l'avenir et vous en êtes un exemple? C'est d'abord être présent pour eux parce que je suis sur un territoire périurbain rural. Donc, c'est aussi aller à leur rencontre pour leur permettre ensuite de pousser notre porte. Et évidemment que c'est ouvrir le champ des possibles pour eux et leur donner accès à l'information parce que parfois, en manquant d'information, on peut ne pas prendre certains chemins qui auraient été utiles. Donc, vraiment ouvrir le champ des possibles. Et vous leur racontez votre parcours? Vous leur dites, voilà, moi je viens de l'enseignement agricole, je voulais être fleuriste et puis finalement je suis là aujourd'hui. C'est intéressant de voir aussi qu'on peut choisir une voie et puis finalement au cours de stages et de rencontres, s'installer dans une autre voie. Alors j'en parle aux jeunes, mais je sensibilise surtout les parents à mon parcours parce que parfois le bac pro est diabolisé et c'est un petit peu dommage parce qu'on voit plein de stages, on touche du concret, donc finalement
on apprend et on grandit aussi très vite puisqu'on est très vite dans le monde professionnel. Donc vraiment, oui, c'est utile, mais peut-être pas tout le temps. Ça dépend des situations. Un dernier mot sur votre vie personnelle aussi. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais vous vous êtes engagé pour vivre, pour rester longtemps dans cette région et vous allez vous-même prendre aussi des responsabilités, vous intégrer dans des associations pour vivre ce territoire, j'allais dire, du lundi au dimanche. Oui, tout à fait. Je pense que quand on est sur un territoire et qu'on ne connaît pas, la meilleure des solutions, c'est de s'insérer dans le tissu associatif. Et pour le coup, je serai investie, oui, dans une association d'éducation populaire qui est top. Donc voilà, je suis très contente. Est-ce que vous avez encore des liens avec votre licence pro ou même votre BTS pour aller y raconter votre expérience ou donner vos coordonnées pour que des élèves vous contactent? Je ne sais pas. J'ai gardé beaucoup de liens avec mes camarades de Bac Pro Production Horticole, qui sont aujourd'hui de très grands amis, et beaucoup de liens aussi avec l'équipe pédagogique de mon lycée, le lycée Franstock en Eure-et-Loir. Vous allez peut-être y retourner pour témoigner? Oui, sûrement, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, aller aux portes ouvertes et faire un petit coucou aux professeurs. C'est sympa, Alexiane, vous restez avec nous parce que voilà, je vous ferai réagir tout à l'heure sur d'autres sujets. Il y en a un qui connaît bien et qui aime bien son territoire, c'est Joël Philippe depuis la Bretagne. Bonsoir. Voilà, le temps d'ouvrir votre micro, je vais vous présenter pour dire que vous avez commencé comme ébéniste. Ensuite, vous avez été commercial dans une entreprise de mobilier et puis vous vous êtes lancé dans l'élevage. Voilà, une drôle d'aventure. Grâce, tout ça, à une formation pour adultes dans l'enseignement agricole, parce qu'on ne le sait pas, mais ça existe aussi. C'était dans les années 2000. Et vous êtes aujourd'hui installé dans les Côtes d'Armor. Vous avez démarré en production laitière. Et puis, le hasard d'un reportage à la télévision vous a fait rechercher l'excellence et vous avez racheté un cheptel d'Angus. Donc aujourd'hui, vous avez à peu près 150, 160 vaches entre Angus et Salers. Et vous vendez la quasi-totalité de votre production en direct, hein, c'est-à-dire aussi bien des gens, des particuliers et des restaurants. Finalement, aujourd'hui, avec ce parcours, Joël Philippe, est-ce que l'enseignement agricole, vous l'avez découvert assez tard, finalement, puisque vous avez fait cette formation pour adultes. Comment vous décriveriez votre parcours aujourd'hui et votre lien avec l'enseignement agricole? Alors, mon parcours, ça a été une succession de rencontres. Notamment à travers les professionnels qui m'ont accueilli dans le lycée agricole où j'ai fait ma formation adulte. Avec des jeunes de 15 ans, hein, vous étiez mélangé avec des jeunes. Tout à fait. Alors, ce qui était vraiment très riche, c'est que dans notre classe, voilà, nous avions aussi bien des gens de 30, 40 ans comme des jeunes qui étaient un petit peu à la recherche de leur parcours vers 16, 14, 15, 16 ans. Et honnêtement, ces rapports avec tous ces gens-là nous ont permis de se dire, une formation comme nous, on se met un petit peu en danger. Quand on change du jour au lendemain de carrière, il faut absolument que nous ayons beaucoup d'informations, une très bonne formation en très peu de temps. Et moi, c'est la richesse que j'ai trouvée dans ce lycée agricole. C'est donc les enseignants qui étaient passionnés. Nous avions très peu de temps pour acquérir beaucoup de connaissanses, et ce qui fait que tout le monde était poussé vers le haut, et ça a été 6 mois de formation que je n'oublierai jamais. C'est au lycée Pommerit de la Roche-Jaudy. Aujourd'hui, vous accueillez des jeunes sur votre exploitation, alors non pas pour des stages, parce que vous êtes maire de votre commune aussi, vous n'avez pas beaucoup de temps de vous en occuper, mais pourquoi est-ce que vous ouvrez vos portes ainsi? Pourquoi c'est important pour vous d'accueillir des jeunes? C'est un devoir, c'est un devoir. On a eu de la chance de pouvoir se réorienter vers une autre formation, de découvrir un nouveau métier. C'est une chance, très peu de monde peuvent le faire. Et aujourd'hui, à chaque fois que je reçois des jeunes chez moi, c'est une passion, hein. D'ailleurs, le temps passe très vite. On n'a souvent pas le temps d'aborder tous les sujets. Mais il faut absolument faire comprendre à ces jeunes un parcours professionnel. C'est extrêmement riche, très complet. Et notre expérience que nous avons aujourd'hui sur le terrain, on doit leur communiquer dès le départ. En ce qui me concerne, moi, dans la production d'allaitante, aujourd'hui, avec un peu de recul, si j'avais 10 ans de moins, j'aurais fait une formation de boucher à côté, parce que j'aurais totalement maîtriser la filière, quoi. Voilà, toute la filière, naisseur, engraisseur, producteur total, et ensuite transformateur et vendre.
Mais donc aujourd'hui, à 53 ans, ça fait se lancer dans une autre formation encore. Et vous avez des journées bien remplies déjà, d'après ce que je comprends. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les liens sont suffisamment riches, importants, nombreux, récurrents entre le monde professionnel et la formation dispensée dans l'enseignement agricole? Bah, écoutez, moi je suis toujours surpris quand je reçois les élèves dans mon exploitation, c'est une fois par an. Vous savez, quand ils repartent, tout le monde se pose énormément de questions, peu importe l'origine des jeunes qui viennent chez moi, surtout c'est beaucoup d'élevage conventionnel, donc tout est bien prévu pour les successions, mais quand ils repartent, ils se disent il y a plein d'axes, il y a plein de choses qu'il faut bien maîtriser avant de s'installer. Et notre rôle à nous, quand on a eu cette formation et qu'on a réussi sur le terrain, c'est de bien leur faire comprendre que dans la vie, il y a différentes étapes qu'il faut très très bien maîtriser avant de se lancer dans une production. Et franchement, quand on reçoit aussi bien les très jeunes, aussi bien, d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes filles maintenant dans ces formations, c'est ce qui est important, c'est leur sensibilité à laquelle, les questions qu'ils posent, mais on s'aperçoit que le métier se féminise beaucoup et je trouve ça c'est très important quoi, pour l'avenir. Comment est-ce que vous pouvez définir une insertion professionnelle réussie? Écoutez, une insertion professionnelle réussie, moi je prends pour moi. Donc j'ai changé totalement, pris un virage à 90 degrés. J'ai fait une étude de menuiserie, ensuite j'étais commercial. Et on se mettre en danger, c'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, moi je suis un producteur heureux. Voilà. Je suis heureux de mon troupeau. J'ai énormément de gens, parce que c'est de la Salers, c'est de l'Angus, ce sont des magnifiques bêtes et beaucoup de gens s'arrêtent chez moi. J'ai la possibilité de transmettre ma passion et voilà, c'est réussi quand on en est là, quoi. Mais bon, c'est très compliqué avant d'en arriver là, hein. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être au bout, mais il faut expliquer aussi aux jeunes la dangerosité du métier, le risque qu'on prend quant à la commercialisation des produits, parce que la pandémie qu'on vit aujourd'hui, moi, j'ai quand même été en difficulté au début de la pandémie pour écouler les produits. Voilà, tout était stoppé. Donc, il fallait encore réinviter des gens à l'exploitation, leur faire comprendre le système d'alimentation, le circuit très court. J'ai la chance d'avoir un abattoir à côté de chez moi, donc je mène moi-même les bêtes à l'abattoir. Ouais, je maîtrise au maximum la filière. Ce que vous dites finalement, Joël Philippe, c'est qu'il ne faut pas vendre du rêve aux jeunes. Alors, voilà, tout à fait. Quand ils viennent chez moi, je ne leur vends pas du rêve. La réalité, quoi. Voilà, tout à fait. Je fais le tour de l'exploitation et je leur montre bien. Voilà, quand on a un cheptel comme ça, quelle est la dangerosité du cheptel. On travaille avec du vivant. Et souvent, quand on vend pour une reprise d'exploitation, on regarde les chiffres. Voilà, pour que ça tourne, il faut faire tant. Mais voilà, c'est une partie de la réussite. Mais croyez-moi, l'autre partie, maîtriser un troupeau, savoir vendre son produit, c'est pas facile tous les jours. C'est dommage qu'on soit loin parce qu'on serait bien venu vous acheter quelques beaux morceaux de viande quand même là, Joël Philippe. Hein. Écoutez, ce sera avec plaisir. Vous faites de la vente sur Internet ou pas? Oui, j'adore recevoir les gens dans mon exploitation. J'adore montrer comment on élève les bêtes, qu'est-ce qu'on leur donne à manger, comment j'ai réussi à trouver un troupeau également. Ça a été des rencontres passionnantes pour trouver mon troupeau, des rencontres avec des professionnels qui, au bout de 2 ans de négociation, on a commencé à parler de prix pour me vendre des bêtes. Il fallait d'abord qu'ils sentent que vous aviez envie, quoi, que vous étiez dans le même esprit qu'eux et que vous alliez pouvoir reprendre de façon humaine et correcte toutes ces têtes, toutes ces bêtes que vous avez achetées. Joël Philippe, on va quitter votre exploitation, si vous le permettez, pour aller dans un tout autre univers, puisqu'on va aller à Saint-Rémy-sur-Avre dans un laboratoire qui s'appelle Delpharm pour retrouver Laetitia Pereira. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Alors vous êtes un peu notre héroïne ce soir parce que c'est vous, pas toute seule, mais voilà, vous travaillez dans un des laboratoires français qui met en flacon les vaccins contre la Covid, en l'occurrence les vaccins Pfizer-BioNTech. Long travail tout cet hiver avec une grosse pression pour réussir ces changements de production, etc. Donc vous avez fait un bac pro LCQ, Labo Contrôle Qualité. C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et pourquoi avez-vous choisi cette filière ? Alors, j'ai toujours aimé
ce qui était recherche, laboratoire. Ce qui m'a donné envie, c'est surtout mes séries, NCIS et tout ça, où ils faisaient des recherches pour trouver des crimes. Donc, du coup, ça m'a, grâce à la télé, on va dire, ça m'a donné envie de travailler dans des laboratoires d'analyse et particulièrement en microbiologie parce que je préfère toutes les petites bébêtes que la chimie. Donc, donc vous êtes rentré dans cette filière, vous êtes arrivé en seconde, hein, c'est ça, dans cette oui, dans l'enseignement après avoir obtenu mon brevet des collèges, comme j'habitais sur Annette, j'avais de la chance d'avoir un lycée à Annette qui proposait cette filière, donc c'était près de chez moi et en plus c'était le domaine du laboratoire que depuis toute petite j'adorais. Comment est-ce que votre formation vous a préparé finalement au métier que vous exercez aujourd'hui? Est-ce que voilà. Alors, vous avez fait des stages, le bac pro, l'avantage c'est qu'on a la théorie, la pratique et en plus on a beaucoup de stages qui nous permet d'être très vite dans la vie active. Dès la seconde, il y a des stages. Dès la seconde. Alors, démarrez la filière et déjà vous faites des stages de quelques semaines. C'est ça. Alors, de mémoire, en seconde, j'avais 1 mois de stage en fin d'année, vers mai-juin. Justement, tout ce que j'avais appris comment manipuler, parce que je ne savais pas ce que c'était en sortant du collège, une fiole, une pipette, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Donc, j'ai appris ça, j'ai appris tout le long, pendant mon année de seconde. Et donc, la théorie, la pratique, parce qu'on avait des TP de 4 heures, 6 heures. Et en fin mai, j'avais un mois de stage et ça m'a permis de mettre ce que j'avais appris à l'école en pratique dans le monde professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans un laboratoire. Or, jusqu'à votre BTS, parce qu'après, vous avez fait un BTS anabiotech, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous n'aviez jamais mis les pieds dans un laboratoire pharmaceutique. Vous avez fait des stages dans tout autre domaine. Donc, finalement, pourquoi est-ce que Delpharm, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais on va faire simple, pourquoi Delpharm vous a embauché à l'époque, alors que finalement, vous n'aviez jamais mis les pieds dans un laboratoire? Comment vous alors, je me souviens qu'il y a à peu près 5 ans maintenant, quand j'ai passé mon entretien, je sortais vraiment de l'école. Je postulais en tant qu'intérimaire et je me souviens que ma responsable, qui maintenant aujourd'hui est ma responsable, m'avait dit malgré que tu sortes de l'école, tu as quand même une petite expérience de la vie professionnelle, tu sais ce que c'est le laboratoire grâce à tous tes stages que tu as fait durant ta scolarité. Donc c'est ce que m'avait dit ma responsable. Et vous aussi, comme Alexiane, vous n'avez pas eu besoin d'envoyer beaucoup de CV pour trouver du travail? Non. Alors en 2015, j'ai obtenu mon BTS anabiotech et j'ai pris 2 mois de vacances. Et 1er septembre, je commençais à m'inscrire et à postuler dans des boîtes d'intérim. Qu'en mi-septembre, on me proposait une mission de 6 mois, donc avant c'était Famar, donc à Delpharm. J'ai postulé, le 15 octobre, je commençais ma mission. J'ai postulé à un laboratoire et j'ai été prise et aujourd'hui j'ai signé un CDI dans ce laboratoire. Bravo Laetitia, j'entends de ce que tu dis, une insertion professionnelle réussie, pour toi ce serait vraiment les stages, voilà, c'est la découverte de beaucoup d'univers professionnels pour être armé et pour finalement trouver un travail dans un domaine que tu n'avais pas découvert en stage, mais c'est un petit début d'expérience. Voilà un témoignage intéressant. On se retrouvera tout à l'heure Laetitia parce qu'on va aller aller un peu plus vers le sud pour aller retrouver Dominique Badette cette fois-ci au lycée de Naï, on dit comme ça Dominique? On dit pas Ney, on dit Naï. Oui. Voilà. Non, on dit bien lycée de Naï, oui. On dit bien ça. Ça s'entend un peu avec mon accent. Que je suis... Mais voilà, tout de suite. Moi, je ne l'ai pas, mais... Bonsoir Dominique. Alors, vous êtes aujourd'hui responsable de la filière horticole dans votre lycée. Donc, ça veut dire que vous avez un rôle assez administratif.
mais aussi vous enseignez, bien sûr, vous avez une vision générale de l'accompagnement des jeunes. Vous avez fait tout votre parcours dans l'enseignement agricole, jusqu'à une maîtrise, un DESS, un DEA, et donc l'enseignement. Et là, vous avez créé à Naï, en plus des cours d'horticulture, toute une filière qui va jusqu'à la commercialisation. Vous avez créé cette option commercialisation et magasin pour la vente, avec aujourd'hui voilà, des jeunes qui s'occupent de tout ça. Expliquez-nous comment s'organise cette filière que vous avez mise en place. Que font les jeunes finalement? Ils plantent la graine et ils vendent le produit aux habitants du coin, si j'ose dire? Alors, tout à fait. Alors, effectivement, moi j'ai été élève en lycée agricole il y a quelques années. Hein. Je vais pas faire l'injure de dire les années, parce que c'était dans les années 80. Et en fait, j'avais trouvé à cette période-là des pratiques pédagogiques, une pédagogie de projet qui m'ont toujours marqué, qui m'ont marqué encore et qui me marquent aujourd'hui. Et quand j'ai démarré l'enseignement, j'ai voulu accentuer ces pratiques pédagogiques dans le sens où je voulais vraiment que l'élève soit vraiment acteur du projet et qu'on ait un lien mais direct avec les professionnels. Ça fait que quand on a créé, par exemple, on a une filière horticole au lycée, quand on a créé la partie commercialisation, c'était en lien direct avec les professionnels. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, oui, effectivement, il y a de la production horticole sur notre plaine, mais on a besoin d'avoir des élèves également, des jeunes formés à la commercialisation. C'est l'importance que ça a aujourd'hui, la vente directe. Et donc, le but, c'est que les élèves, effectivement, produisent de A à Z. On les fait participer à tout, à la prise de commande, aux soins aux plantes. Et là, on est en plein dedans, hein, on a fini la semaine dernière. C'est les élèves qui conseillent, accueillent, encaissent les clients durant tout le mois de mai. Et je pousse un peu plus loin également, c'est-à-dire que je suis un peu... moi, je suis un passionné, c'est vrai que j'ai toujours besoin d'être en lien direct vraiment avec les professionnels. C'est pour ça que quand cette partie commercialisation, tous les mardis, ils vont également participer au marché avec les producteurs. Je les amène à 7h30, on monte le stand, on participe au marché et avec ce lien direct. Et autre point dans la partie commercialisation, on fait des partenariats et c'est là où il y a un point important, je crois, dans les lycées agricoles. C'est le réseau des anciens élèves. C'est qu'on fait des partenariats souvent avec des élèves qui ont été à ce lycée agricole ou dans d'autres lycées agricoles. Et là, on a des partenariats avec des jardineries où on va laisser les élèves une semaine pour apprendre des métiers de chef de rayon, etc. Donc, et vous allez même vendre la production des anciens élèves dans votre lycée, c'est-à-dire que vous les faites revenir via leurs produits dans les lycées et ils prennent vos jeunes aussi sur leurs exploitations. Alors, ils les prennent sur l'exploitation et un autre point important également, et j'insiste là-dessus sur cette partie professionnelle et le mot territoire qui est important évidemment, mais on fait souvent, j'ai entendu Alexiane et un peu tous les intervenants parler justement de l'intérêt, de l'importance des stages. Je rajouterai effectivement aussi le fait qu'on a cette pédagogie du projet, on a des séances pratiques, on a également des chantiers écoles. Chantier école, c'est une visite d'exploitation et on fait un chantier, on apprend les gestes professionnels. Nous, on le fait 7-8 fois dans l'année. On apprend les gestes professionnels. Donc du coup avec un maraîcher, avec un horticulteur, mais ça peut se faire dans tous les domaines parce qu'on a des laboratoires, etc. Et là on a ce contact direct et je crois ça permet de ne pas s'éloigner de la réalité du monde professionnel. Voilà. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, est-ce que, plus exactement pour poser différemment ma question, est-ce que les employeurs aujourd'hui trouvent que les jeunes formés dans l'enseignement agricole, dans votre filière, ont les bons gestes? Ils ne savent pas tout, mais ils ont les bons gestes. Et après, le producteur, lui, il apprend la technique plus locale. Alors effectivement, il y a quelque chose qu'on n'a pas signalé, mais je crois que c'est important. La majorité des lycées agricoles, c'est un outil qui est extraordinaire. Pour moi, c'est d'avoir un support pédagogique, une exploitation dans les lycées. Nous, on a la chance d'avoir un centre équestre, par exemple, à une trentaine de chevaux, et on a la chance d'avoir une exploitation horticole qui est un outil pour nous, c'est-à-dire que les élèves, effectivement, s'approprient cet outil. Parce que, comme je vous ai dit, ils réalisent tout de A à Z. Et quand on n'a pas tous les aspects techniques qu'on peut aborder dans notre exploitation, eh bien, on va aller les chercher chez les exploitants, entre autres sur toutes les dernières innovations techniques, les derniers outils numériques, etc. Eh bien, on va les chercher auprès des professionnels. Et c'est eux qui nous donnent finalement ce petit plus et qui nous disent, voilà, dans la formation, qui vont nous permettre de savoir si on est vraiment en adéquation avec les attentes des professionnels. Est-ce que justement, aujourd'hui, vous diriez qu'une insertion professionnelle réussie, c'est pas optimiser l'employabilité
des jeunes. C'est pas très joli comme mot, mais c'est ça l'objectif. Il faut que vos jeunes ils soient employables, adaptables, même s'ils savent tout. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on colle au maximum à cette réalité-là. Et puis inversement, je crois que c'est important, on les fait venir aussi, parce que dans les missions de l'enseignement agricole, on parle beaucoup d'expérimentation et d'innovation. Bon, moi, il y a quelques années, j'avais travaillé une année à l'INRA, et c'est vrai que nous, on fait beaucoup d'expérimentation avec les élèves, et inversement, on invite les professionnels à venir aussi. Et ces professionnels sont présents, on les fait venir au lycée pour leur montrer un peu ce qu'on fait également. Et ça permet de rester toujours en contact. Et je déborde un tout petit peu, mais je voulais parler du réseau des anciens élèves qui est un lien essentiel dans les lycées, parce que ils participent activement dans les besoins d'emploi de nos élèves et de nos anciens élèves. Et il y a un lien qui se fait depuis des années, et ça permet effectivement d'avoir une insertion professionnelle qui est réussie. Et le dernier avec vous, point, la particularité dans votre secteur, c'est que voilà, les horticulteurs, ils ont du mal à embaucher malgré tout. Donc, voilà. il faut attirer les jeunes dans cette filière. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Alors voilà, c'est exactement ça ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans des filières, je dirais la partie horticole, mais la production agricole, on est dans des filières un peu sous tension. C'est vrai qu'on a des effectifs, il faut être honnête, il faut le dire, on a des effectifs dans les lycées agricoles en production, moi je parle pour mon lycée, qui sont relativement faibles. Et en amont, moi j'ai des professionnels qui m'appellent régulièrement parce que on les connaît très bien, qui nous demandent si on n'a pas des postes, mais à tous les niveaux. Ça va être des ouvriers, ça va être des chefs de culture, ça va être des responsables en jardinerie, ça peut être à tous les postes. Et ça, c'est assez frustrant pour nous parce qu'on n'arrive pas à leur... On a un taux d'insertion qui est très, très, très efficace, oui, effectivement. C'est un sujet qui nous porte de peu, c'est ce... Ouais. Ce jeu d'inquiétude, quoi. Voilà, ouais, les filières production qui sont sous tension, et en amont, c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait dans les collèges justement peut-être une communication sur ces métiers-là, parce que dès qu'ils y sont, je peux vous assurer qu'ils sont épanouis et vraiment heureux d'y être. Et puis il y a plein de métiers possibles. Peut-être que dans les personnes qui sont connectées ce soir, des parents, des jeunes, voilà, vous allez peut-être susciter des vocations en expliquant que c'est un métier qui a de l'avenir. Merci Dominique Badetz. On va accueillir Xavier Grandjean qui a également fait tout son parcours dans l'enseignement agricole. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'enseignement agricole avec quelques méandres. On va le comprendre tout de suite. C'était pas une carrière en ligne droite, voilà. Vous êtes la preuve qu'une formation peut aboutir à plusieurs métiers. CAP, Bac+3, vous avez démarré chez Botanique, enseigne bien connue. Et vous êtes aujourd'hui à la tête d'un établissement de 320 élèves en formation initiale temps plein et 60 en apprentissage formation continue. En fait, en allant à un entretien après Botanique, vous avez dit, tiens, je vais repasser voir mon ancien lycée près de Lyon, faire un petit coucou. Sauf qu'il y avait un prof qui partait à la retraite et c'est là que votre vie a changé et que vous êtes devenu prof, puis responsable adjoint et aujourd'hui vous êtes donc responsable d'un établissement de 320 élèves. Quelles leçons vous tirez de votre parcours, Xavier Grandjean ? Alors, au niveau de mon parcours, je reprendrai ce qui a été dit un petit peu au fil des différents échanges. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les rencontres avec les enseignants, les rencontres avec les différents directeurs, les maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage, qui, au final, m'ont guidé dans mon parcours. Vous parliez de l'insertion. Quand j'ai passé mon Bac+3, c'était une formation en apprentissage et donc un apprentissage dans le groupe Botanique. Et voilà, le maître d'apprentissage, au moment de la signature du contrat, m'avait proposé un CDI à l'issue de cet apprentissage. Donc au final, j'ai fini ma formation. Le lendemain, j'étais embauché et j'ai pu continuer ma carrière. Voilà, donc c'est des rencontres avec les personnes, les différents... Prendre des risques aussi, c'est prendre des risques, parce qu'il fallait quand même quitter Botanique pour se retrouver enseignant.
Alors, c'était prendre des risques, oui, c'est sûr. Après, je prenais pas de gros risques, hein. Je connaissais l'établissement, j'étais ancien élève de cet établissement, donc les risques étaient quand même minimes, hein. Voilà. Après, je dirais là où le risque a été un petit peu plus conséquent, c'est que bah voilà, j'ai fait toute une carrière dans le monde de l'horticulture et du paysage. Et là, à l'heure actuelle, je suis chef d'établissement sur un lycée qui propose des formations autour de l'équitation, de la vente en animalerie, de l'élevage canin-félin, des filières que je ne maîtrise pas du tout, du service aux personnes et de vente en espace rural. Mais ce qui est intéressant dans les établissements agricoles, c'est que ça éveille, je pense, chez les jeunes et chez les collaborateurs aussi, c'est le sens de la curiosité. Et bah voilà, quand on s'intéresse, quand on est proche des professionnels, bah voilà, quand on discute avec un horticulteur, quand on discute avec un paysagiste et que le lendemain on va voir un centre équestre, eh bien on se rend compte qu'il y a certaines préoccupations qui reviennent au cœur de la discussion, qui sont bah voilà, la viabilité des entreprises, trouver voilà, des personnes compétentes et rapidement employables dans les structures. Il y a des points communs, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des points communs finalement entre je forme des jeunes et il faut qu'ils trouvent du travail. Je voudrais que vous développiez une idée qui vous tient à cœur. L'idée, c'est de dire que finalement l'insertion professionnelle, elle ne se joue pas à 18 ans, 20 ans quand on est en BTS, en licence, en master, mais pour vous, elle se joue dès le collège. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai que bah, nous, on reçoit des jeunes voilà, à partir de 15-16 ans, en sortie de collège. On va les voir évoluer tout au long du lycée. On leur demande bah, voilà, quel serait leur futur métier, quelle serait leur future projection. Et c'est vrai qu'à ces âges-là, c'est difficile d'avoir une réelle projection. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, au niveau du collège, eh bien, on n'est pas voilà, dès des petites classes, hein, 6e, 5e, des ouvertures sur des métiers dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tertiaire, parce que voilà, c'est la méconnaissance, je dirais, des métiers. Qui fait qu'on n'y va pas, quoi. Voilà, moi, pourquoi je suis venu à l'horticulture, c'est parce que bah, le grand-père, le papa m'emmenait au jardin, et puis bah, voilà, ça m'a plu et j'ai continué dedans. Et voilà, si on fait découvrir aux plus jeunes bah, l'horticulture, l'équitation, là j'entendais aussi des personnes qui travaillent dans les laboratoires, voilà, bah, tous ces métiers-là ou sur les métiers voilà, du territoire, de l'élevage, c'est des filières qui sont peu connues des jeunes et notamment dans des zones, voilà, moi je suis en proximité de Lyon et Saint-Étienne. On a beaucoup de jeunes issus de villes qui n'ont pas eu l'occasion voilà, d'aller travailler dans les champs, d'aller voir un éleveur. Ben voilà, tout petit, de découvrir un petit peu ces métiers-là pour justement après, derrière, avoir peut-être une idée. Je ne dis pas que l'orientation se fera dès le collège, mais voilà, de découvrir. Oui, parce que c'est quand même difficile en 5e quand on a écouté Alexiane. Peut-être que je peux leur poser la question. Alexiane, par exemple, toi en 5e, voilà, c'est pas évident quand même de se dire en 5e, je veux être responsable du point information jeunesse à l'Arbrel. Évidemment que non. Comme Laetitia, voilà, Alexiane, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que vous pensez, pardon, de ce que vient de dire Xavier Grandjean? Il faut démarrer. Mais oui, totalement. En 5e, on est à des années-lumière de ça, en fait. L'objectif, c'est de rapporter des bonnes notes à la maison. Et voilà, quoi. C'est les notes qui comptent, c'est pas le reste, en fait. Enfin, voilà. Laetitia, peut-être je m'adresse à vous parce que, pardon messieurs, mais c'est vrai que vous êtes les plus jeunes parmi nous et du coup les plus proches de ces années collège. Est-ce que Laetitia, vous aussi, voilà, est-ce que ça vous a manqué cette rencontre avec des métiers quand vous étiez au collège? Oui, effectivement. C'est vrai qu'au collège, j'avais dans mon établissement, il n'y avait aucun professionnel qui venait pour me présenter son métier. Et effectivement, je suis assez d'accord qu'il faudrait un peu plus de professionnels dans les collèges pour faire découvrir leur métier pour justement nous orienter, nous, étant jeunes. Parce qu'étant jeune, je suis d'accord avec Alexane,
c'est juste ramener des bonnes notes pour que papa et maman nous grondent pas quand on arrive à la maison. Et vous autorise à sortir le week-end. Xavier Grandjean. Et je vais poser aussi la question après à Dominique Badetz. Je l'avais posé un petit peu à Joël Philippe tout à l'heure. Quel regard les entreprises portent-elles sur l'enseignement agricole, Xavier Grandjean? Alors, le regard sur l'enseignement agricole, je pense qu'ils ont un regard qui est, ils sont contents du travail qui est fourni dans les établissements agricoles. Ils sont en attente aussi de réels partenariats, d'échanges avec nos établissements, et ça leur plaît, et c'est des échanges réguliers, hein. Je reprends pas plus tôt que ce matin un centre équestre qui m'a appelé pour me dire j'ai une idée, j'ai un projet, il faut qu'on en parle et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est vraiment je pense qu'ils ont un regard bienveillant sur nos structures, sur nos jeunes. Et ils trouvent vos jeunes adaptables, autonomes Alors, adaptable, autonome, ça arrive au fur et à mesure du cursus. C'est sûr que les professionnels voudraient tout de suite que les jeunes maîtrisent tous les tenants et les aboutissants. Et je pense que ce qui est fait dans les établissements leur permet justement de pouvoir pallier très rapidement à la plupart des situations. Donc, au final, les chefs d'entreprise s'y retrouvent, hein. Dominique Badetz, votre avis sur ce sujet-là, et puis après, on va aller retrouver notre dernier témoin, Simon Legendre. Oui, mais je rejoins ce que dit Xavier. Je pense qu'il y a un point important aussi. C'est vrai que les professionnels ont des attentes quand même importantes auprès de nos jeunes, mais parce que certains avaient une expérience aussi. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on avait, moi quand j'étais élève en lycée agricole, on avait un public de 60-70% des élèves qui étaient issus du milieu agricole. Et qui allait reprendre l'exploitation. Voilà, qui allait reprendre l'exploitation. Donc, il y avait déjà des gestes professionnels, il y avait une simulation de certains gestes professionnels. Aujourd'hui, le public qui arrive, donc nous, dans les filières horticoles ou agricoles, n'est pas forcément issu du milieu agricole. Donc, ils apprennent des gestes. Je crois qu'il y a une communication importante, ce qu'on fait, de toute façon, dans la majorité des cas, pour expliquer bien au maître de stage qu'effectivement, ces gestes professionnels, ça ne va pas venir comme ça au bout du premier stage, etc. Donc, il faut un peu de patience. Et voilà, le public a changé et il y a une question d'adaptation, mais ça se passe quand même très bien. Mais il faut bien communiquer parce que l'employeur doit s'adapter. Voilà, l'employeur doit s'adapter et le jeune ne sait peut-être pas tout faire, mais s'il sait poser les bonnes questions et être curieux, c'est déjà un bon début. Voilà, c'est ça qu'il faut leur apprendre peut-être. Merci. Simon Legendre, ça va être intéressant de vous entendre parce que vous, en troisième, vous saviez déjà ce que vous voulez faire. Dites-nous ce que vous vouliez faire en troisième, qui vous avez rencontré en troisième et où est-ce que vous travaillez aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard. Alors, bonjour à tous. Alors moi, en ce qui me concerne, donc, mes parents sont agriculteurs. En troisième, je savais déjà effectivement ce que je voulais faire, puisque j'avais envie de devenir démonstrateur chez un constructeur de matériel agricole, donc c'était très spécifique. J'avais vu en fait dans un magazine à l'époque sur lequel j'étais abonné, qui était également spécifique, et étant passionné en fait de machinisme agricole, j'avais demandé au patron d'une entreprise qui était à quelques kilomètres de chez moi et devant laquelle je passais tous les matins quand j'allais au maternelle, primaire, collège, et j'avais demandé à rencontrer en fait le patron. Et j'étais en troisième à l'époque. Et donc le patron, donc Monsieur Burel, m'avait accueilli et je lui avais posé la question, écoutez, Monsieur Burel, voilà, j'aimerais rentrer chez vous à la fin de mes études. Qu'est-ce que je dois faire pour travailler chez vous et devenir démonstrateur de matériel agricole chez vous? Juste pour spécifier un peu, démonstrateur, en fait, à l'époque, c'était, on avait un camion, donc une semi-remorque, avec des machines ou des tracteurs dessus en fonction de chez qui on travaillait, et on allait faire des démo-tours. Le poste, en tout cas, donnait pour objectif d'aller faire des démonstrations chez les agriculteurs, futurs utilisateurs des machines. Et donc, M. Burel m'avait donné, on va dire, quelques éléments de réponse et m'avait notamment incité à aller dans la filière professionnelle. Et d'ailleurs, je comprends maintenant pourquoi. Donc, j'ai démarré les études. J'ai fait un bac pro agroéquipement, en l'occurrence, en formation continue.
j'ai ensuite continué sur un BTS GDEA, donc génie des équipements agricoles, qui était la formation, je dirais, la plus adéquate pour être démonstrateur de matériel agricole. Bon, sauf que Sulky Burel ne vous a pas pris tout de suite. Ils vous ont fait cet affront, mais néanmoins, voilà, vous avez quand même fini par être embauché par Sulky Burel, chez qui vous êtes aujourd'hui, sauf que vous êtes moins dans ce poste de démonstration. Vous avez évolué, élargi votre périmètre, puisque vous êtes plutôt aujourd'hui dans le marketing et la com. Voilà, pareil, expliquez-nous cette évolution par rapport à cette passion initiale. Ouais, exactement. Alors en fait, il y a beaucoup d'éléments de réponse vis-à-vis de cette question. Je dirais qu'à la base, le bac pro agriquement, il m'a apporté, je dirais, beaucoup d'éléments techniques qui m'ont permis de démarrer en fait je dirais, mes études et mes connaissances et compétences vis-à-vis du réseau et je dirais d'une insertion professionnelle au fur et à mesure grâce à des stages, etc. Ensuite, comment dire, vous avez une passion pour la vidéo, si ça vous a peut-être aidé. Vous faisiez plein de films. Ouais, en fait, à travailler dans la com, à développer cette filière-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en BTS, on avait une professeure de communication avec qui je m'entendais très bien et j'adorais en fait ses cours. Ce qui fait que j'ai eu un attrait pour la communication agricole et en plus des réseaux sociaux à l'époque c'était en 2011, 2010, 2011, Facebook démarrait. Il faut se dire aussi qu'avant, il n'y avait pas Facebook, il y avait autre chose, des blogs, MSN, etc. Donc des choses qu'on a pu connaître, que certains n'ont pas connues ou ne connaîtront pas non plus. Et donc, ce qui fait que la communication, je dirais, via les réseaux sociaux démarrait. Et donc, j'ai démarré un blog, un site internet, une page Facebook avec simplement des photos en tant que passionné. Et en fait, grâce à ma passion pour la communication est arrivée. Et après le BTS, je me suis lancé. Je voulais pas arrêter mes études. J'ai démarré une licence en commerce marketing, en apprentissage. Et c'est avec cette filière apprentissage, toujours dans l'agricole, dans le milieu agricole, que j'ai commencé à avoir des connaissances en marketing global, on va dire. Aujourd'hui, Simon Legendre, avec l'expérience que vous avez, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les passerelles entre l'entreprise et l'enseignement agricole? Alors, ce que je pense, c'est que une chose qui est très bien aujourd'hui, c'est déjà l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que déjà, il y a des stages, etc., qui sont proposés. Par contre, ce que je me dis avec du recul vis-à-vis de la formation, j'ai fini en bac plus 5 avec des connaissances plutôt typées vraiment commerce, marketing dans le milieu agricole, mais je pense que dès le début, il y a un manque d'attractivité, même peut-être en amont justement du lycée agricole, des lycées, sur le domaine, et notamment en ce qui me concerne le machinisme, les nouvelles technologies. Je pense que les nouvelles technologies, on en parle partout, on en est entouré. Et je pense qu'il y a un manque d'attractivité du domaine vis-à-vis de ça, je pense que c'est assez... il y a un a priori vis-à-vis du milieu extérieur. Et d'ailleurs, c'est notamment Monsieur Badek, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez connu peut-être 70-80% des élèves autrefois étaient issus du milieu agricole. Moi, je me rappelle que quand ça fait pas 10 ans que je suis sorti du lycée, on était déjà moins de la moitié à être issus directement du milieu agricole. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il y a peut-être des formations qui devraient être plus à la page, ou en tout cas plus se rapprocher des nouvelles techniques qui sont aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que, peut-être un dernier point, est-ce que l'une des clés aussi, ce que vous avez fait vous, c'est de découvrir ce qui se passe à l'étranger? Vous êtes allé au Danemark, voilà, une insertion professionnelle réussie, c'est aussi être curieux. Avec Dominique Badette, les élèves vont dans d'autres départements. Ce serait le dernier point que je voudrais que vous développiez, voilà, d'ouvrir les œillères, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Alors voilà, exactement. Pour développer ce que vous venez de mentionner, pour moi, j'ai 2 exemples concrets. Le premier exemple, quand j'étais au lycée, on avait une chose un terme technique, c'était on nous apprenait comment labourer. Aujourd'hui, pour moi, le terme labourer quand on est au lycée agricole, c'est ce qu'on voit en bac pro. C'est vraiment les bases pour être chauffeur agricole, puisque le bac pro agroéquipement a pour objectif théoriquement d'avoir comme débouché chauffeur agricole. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça, par exemple, c'est complètement dépassé, puisqu'aujourd'hui, étant chez un constructeur de matériel agricole et on fait des semoirs de semi direct,
on est quand même dépassé, je dirais, en apprenant le labour. Et donc ça, c'est un premier élément de réponse. Je dirais en mentionnant des nouvelles techniques plutôt. Et puis, je dirais la deuxième chose, comment dire? C'est les stages, c'est de découvrir les pays étrangers, les autres techniques, les autres méthodes. Alors, voilà, je dirais dès le début, nous, le bac pro nous a permis, on avait la chance de choisir, soit on restait en France et on faisait 2 semaines, enfin dire 10 jours de voyage à l'étranger en groupe, soit on partait en immersion professionnelle, donc dans une exploitation à l'étranger. Donc en l'occurrence ici c'était le Danemark, et moi par exemple c'est ça qui m'a fait rêver de partir, donc d'apprendre l'anglais, surtout d'inciter à apprendre l'anglais, parce que encore une fois dans les filières professionnelles c'est toujours délicat, on se dit on a rapidement envie d'aller dans le milieu professionnel, d'aller travailler, etc. Et au final le milieu professionnel peut nous ouvrir énormément de voies, les champs du possible sont incroyables, ce qu'on peut faire derrière. Et au final, le Danemark, enfin, ce qui me concerne, m'a permis justement de m'ouvrir les portes à l'anglais, et aujourd'hui de voyager tous les mois, plusieurs fois, dans plusieurs pays, quoi. Et quand on s'est parlé pour préparer ce webinaire, vous étiez sur les routes en Allemagne. Merci oui. Simon Legendre en tout cas pour ce témoignage. Je vais demander au sénateur président de la mission d'information sur l'enseignement agricole de réagir à tout ce que vous avez entendu, mais peut-être d'abord juste prendre une question dans le chat qui va être très courte. Qui reçoit le rapport de la mission du Sénat que vous rédigez? Vous le donnez évidemment d'abord au Sénat, mais vous le communiquez plus largement, j'imagine. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à ceux qui nous regardent ce soir? Est-ce que M. Boyer est toujours avec nous? Voilà, juste répondre à cette question. Oui. Vous avez entendu? Je suis toujours là. Non, donc le rapport d'information, il va être au mois de septembre validé par l'ensemble des membres de la mission. Et il va servir de base de discussion pour la préparation du futur budget, donc 2022, et pour évaluer les moyens qui sont nécessaires à l'enseignement agricole pour voir effectivement s'il y a des objectifs et des orientations qui nécessitent des moyens financiers supplémentaires. Est-ce que ce rapport sera sur le site du Sénat aussi, j'imagine, c'est derrière la question de cette personne connectée, c'est ça, on le retrouve sur le site du Sénat, voilà. C'est aussi, tout le monde y a accès, voilà, ce n'est pas que réservé aux sénateurs. Jean-Marc Boyer, peut-être, qu'avez-vous retenu de ces 6 témoignages, je ne sais pas, ou des mots-clés, ou des choses qui vous ont marqué, surpris, étonné Vous savez, surpris, étonné, moyennement, parce que je connais un petit peu l'enseignement agricole, puisque comme je vous le disais, j'ai travaillé plus de 30 années dans un lycée professionnel agricole, donc qui est situé en zone de montagne, où il y avait une exploitation agricole. Moi-même, j'ai organisé des stages pour les élèves, etc. Donc, c'est un milieu que je connais, assez bien. Par contre, ce que je retiens surtout, c'est le problème de l'orientation. L'orientation et l'orientation dès le collège. Alors, l'orientation dès le collège, je pense qu'elle est liée, bien sûr, aux motivations des élèves, mais aussi et surtout la manière dont les parents envisagent l'avenir de leurs enfants. Et lorsqu'on est dans un conseil de classe en classe de 4e ou de 3e, et qu'on a un élève qui a de très bons résultats, on ne lui dit pas « tu vas faire une formation agricole, tu vas aller passer un bac enseignement général et aller en fac ». Et les enseignants des collèges, que je connais assez bien, et je pense que parmi vous, il y en a qui ont dû les connaître, on les oriente vers une poursuite d'enseignement général, mais on ne les oriente pas vers... on ne cherche pas à comprendre si effectivement ils ont des souhaits pour s'orienter vers une filière agricole, vers l'élevage bovin, vers l'élevage équin, vers le... Vous trouvez que l'enseignement agricole est mal connu, ou en tout cas jouit encore d'une assez bonne image? Et il est très mal connu dans le milieu enseignant et dans le milieu de l'orientation. Alors, on a auditionné
des gens de l'orientation, bien entendu, mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on est surtout sur des documents, on fournit des documents aux jeunes, on leur donne, on leur fait une vidéo, etc., mais on les met pas vraiment face à des futurs métiers qui pourraient les intéresser. Et je pense qu'il faut que l'orientation aujourd'hui, elle sorte de ces murs, qu'elle aille sur le terrain et qu'elle aille un petit peu voir ce qui se passe dans des lycées agricoles, dans des maisons familiales rurales, etc. Est-ce qu'il y a une question justement qui est un peu en parallèle par rapport à ce que vous dites? Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Boyer, mais il y a quelques questions là, je voudrais qu'on prenne le temps d'y répondre. Concernant l'orientation, demande cette personne, il faut absolument que l'ONICEP ouvre encore plus le champ des possibles. Est-il envisageable que cela ne reste pas autant lié à l'éducation nationale? C'est peut-être aussi l'une des clés. Entendu. Bien sûr, et ça fait partie des choses qu'on a bien vues dans les différentes auditions qu'on a pu avoir. C'est l'ouverture au métier. Et je vais vous donner un exemple. On avait une opération qui se faisait au niveau de notre département qui s'appelait les ateliers du mercredi, où les élèves de l'enseignement général avaient, durant 2 jours, avec un chef d'entreprise, et construisaient une maison. Il y avait donc une petite maison, bien sûr. Il y avait donc dans une classe un architecte qui était désigné, et il y avait le maçon, il y avait l'électricien, il y avait tous les corps de métier. Et au bout de 2 jours, ils avaient fait leur maison, et il y avait une prise de conscience avec ce chef d'entreprise de l'ensemble des métiers auxquels ils avaient eu accès. Malheureusement, ce genre d'opération ne s'est pas continué. Je trouve que c'est très dommage. Et il faudrait qu'il y ait le même genre d'opération qui permette de voir et d'envisager sur une exploitation agricole comment ça se passe. Je vois qui a un élevage de salaire et d'angus. Joël Philippe, là. Ouais, Joël Philippe, qui est une vache de chez nous, ici en Auvergne. Donc, je pense qu'il faut emmener les jeunes sur les exploitations, leur faire voir comment ça se passe. Vraiment découvrir le terrain, quoi. Aller sur le terrain. Découvrir le terrain. Donc, j'avais juste que ça me paraît indispensable. Juste, il y avait une question qui complète un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Comment le Sénat, à travers sa mission, peut faire entendre l'excellence de ce dispositif de formation qu'est l'enseignement agricole? Comment peut-il influer la politique gouvernementale pour le soutenir davantage, l'enseignement agricole, et surtout favoriser son développement? Ce seront les conclusions du rapport. Alors, vous n'allez peut-être pas toutes les dévoiler aussi aujourd'hui, et puis vous ne les avez pas encore. Non. Pour l'instant, on n'a pas les conclusions du rapport. On n'a pas non, bien sûr. Vous êtes en train de réfléchir. Voilà, bien sûr qu'on réfléchit, mais je pense que l'orientation fait partie vraiment des sujets sur lesquels on va vraiment insister et orienter le ministère de l'Agriculture et aussi le ministère de l'Éducation nationale. Et je voudrais continuer sur ce sujet-là. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y a quelques années, les élèves qui rentraient dans l'enseignement agricole, la plupart, 80%, étaient originaires d'une famille rurale, agricole, et qui avaient déjà une idée et un projet d'installation. Aujourd'hui, c'est plus 80%, c'est 20%. La proportion s'est complètement inversée. Et on a donc des élèves qui arrivent, qui n'ont pas forcément un projet très, très précis. Et c'est vraiment aujourd'hui un véritable problème pour l'orientation de ces jeunes qui, bien souvent, et il ne faudrait pas que ce soit comme ça, on les met un petit peu au vert. Si je veux être... et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui vraiment une mise en relation de l'ensemble du milieu professionnel avec l'ensemble de ces jeunes. Ça me paraît quand même important. Il y a une autre proposition dans le chat qui apparaît, et puis après j'ai d'autres questions pour nos témoins, nos intervenants de tout à l'heure. Ne devrait-on pas aider, accompagner les enseignants de l'éducation nationale à découvrir d'autres voies que les filières générales dans leur formation? Voilà, il faudrait que tous qu'ils aillent chez Joël Philippe pour découvrir la Salers et l'Orgus. J'allais justement y venir parce que ça fait partie des choses où je me suis souvent accroché avec mes collègues d'éducation nationale qui, lors des conseils de classe, je vais y revenir parce que c'est important. Dans un conseil de classe, lorsque vous dites
cet élève, il a 3 en mathématiques, il a 5 en français, il ne fera jamais rien, il faut qu'il aille, son orientation, c'est le lycée agricole, ou c'est un bac pro, voilà. Et donc, je me suis souvent accroché avec des collègues parce qu'au fil des années, on a des élèves qui sont sortis avec un bac pro, qui sont sortis avec un BTS, qui sont installés comme agriculteurs et qui aujourd'hui sont des vrais chefs d'exploitation, des vrais chefs d'entreprise. Il leur faut une formation, et ça recoupe ce que disait tout à l'heure Joël, il faut vraiment une formation technique, mais il faut aussi une formation en comptabilité, savoir ce que c'est qu'un bilan, etc. C'est des chefs d'entreprise. Lorsque vous avez un troupeau de 80 bêtes et que vous faites de la commercialisation, il faut savoir gérer. Et alors c'est vrai que ces jeunes n'ont peut-être pas, en sortant, n'ont peut-être un niveau en mathématiques et en français extraordinaire, mais ce sont des gens qui ont un sens pratique et qui ont un sens de la gestion d'une exploitation. Ça a sans doute changé par rapport aux générations précédentes, c'est sûr. Mais merci Jean-Marc Boyer pour ces réflexions et ces pistes de réflexion que vous proposez. Alors, ce que je vais vous proposer, on va prendre 2-3 questions pour les autres intervenants, puis après je vous laisserai conclure, parce qu'on approche de la fin de ce webinaire. C'est pour ça que j'accélère un peu. Ben oui, je sais. Mais je vous retrouve tout de suite. Restez connectés. Hein. Peut-être une question pour Dominique Badetz. Dans l'enseignement agricole, au-delà de la formation, le savoir-être est un élément essentiel. N'est-ce pas aussi une clé de la réussite pour l'insertion professionnelle? Le savoir-être. Dominique Badetz, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, c'est essentiel. On parle d'insertion professionnelle, c'est aussi... on peut parler aussi d'insertion sociale, hein. L'engagement dans une équipe de travail, la solidarité au sein d'une équipe. Et c'est le savoir-être, je crois qu'on l'apprend tout au long aussi de cette formation. On la vit en collectivité. Donc effectivement, et à la fois, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'apprend le savoir-être? On peut l'améliorer, disons. Monsieur Grandjean, une question plus rapide. Bonjour, je suis en bac STAV et j'aimerais savoir s'il est possible, en poursuivant les études, de devenir enseignant en lycée. J'imagine que oui. Oui, c'est tout à fait possible de devenir enseignant. À partir d'un BTS, on peut commencer à envisager à devenir formateur. Et après, pour être enseignant sous contrat État, il faut un bac plus 3 minimum, voire bac plus 5, hein, ce qui est plutôt la tendance à l'heure actuelle. Après, on peut avoir quelques dérogations sur des filières particulières. Le master reste à l'heure actuelle voilà, la clé d'entrée. Hein. Peut-être garder la parole pour cette remarque qui, à mon avis, est intervenue au moment où on expliquait que voilà, c'est un de vos items préférés, que l'insertion commence dès le collège. En fait, il faudrait des classes de collège dans l'enseignement agricole pour découvrir les métiers, mais il y a des classes de collège aujourd'hui dans l'enseignement agricole. C'est très mal connu, Xavier Grandjean. Tout à fait, on a des classes de 4e et 3e de l'enseignement agricole. Malheureusement, ce sont souvent des filières qui sont proposées pour des jeunes qui sont en difficulté. Et voilà, on peut très bien avoir une appétence pour les métiers de l'agriculture et embrayer, je dirais, dès la 4e pour les jeunes qui ont déjà un projet professionnel. Donc voilà, après la vraie idée, c'est de faire rentrer la découverte de ces métiers-là sur les plus jeunes. J'avais une question pour Laetitia et Alexiane. Je vais vous la poser à toutes les deux parce que je pense que votre jeune expérience peut être intéressante pour la personne qui pose cette question. Voilà, employabilité, quel beau mot, dit cette question, en plus cette remarque dans le chat. Comment l'enseignement agricole développe-t-il l'employabilité de nos jeunes? Je vous pose la question un peu différemment. Est-ce que quand vous êtes arrivé dans votre vie professionnelle, est-ce que vous vous sentiez à votre place employable, entre guillemets? Laetitia, tiens, est-ce que vous vous sentiez employable quand vous êtes arrivé chez Delpharm? Pour moi, avec tous les stages que j'ai pu faire, je me sentais prête à affronter toutes les tâches qu'on pouvait me donner dans le laboratoire. J'étais vraiment confiante pour exercer les différentes tâches qu'on pouvait me donner.
Parce que votre formation vous a montré les différentes facettes des différents métiers, vous avez fait des stages dans différents secteurs, c'est ça qui vous a donné de la force. Ben, exactement, en faisant des stages depuis la seconde. Donc, en seconde, on doit avoir à peu près 15 ans. Donc, avec tous ces stages que j'ai pu faire dans différents laboratoires, que ça soit agroalimentaire, médical, pharmaceutique, enfin cosmétique. Quand je suis arrivée dans le laboratoire pharmaceutique, oui, effectivement, je me sentais vraiment en confiance pour pouvoir faire les différentes manips qui m'ont été données. Alexiane, même question. Est-ce que quand vous êtes arrivée à l'Arbrel, voilà, vous vous êtes sentie à la hauteur, employable, que votre employabilité était importante après votre formation? Je le définis pas personnellement, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut se lancer et observer et voir. Et puis oui, ça fonctionne très bien. Mais une petite appréhension, c'est sûr, parce que c'est quand même un passage de la vie étudiante à la vie professionnelle. C'est un passage hyper important dans sa vie. Donc, il y a toujours un petit doute, mais il s'efface très vite dès les premiers projets lancés. Et tout s'est bien passé depuis le mois de septembre. Monsieur le sénateur, je vais vous laisser 2 minutes, pas bien plus. Excusez-moi pour le timing, mais il faut respecter les horaires aussi. Peut-être en guise de conclusion, voilà, soit par rapport à ce que vous venez d'entendre, soit par rapport à la mission que vous êtes en train de mener avec les sénateurs. Bon, écoutez, je pense qu'il y a 3 points sur lesquels je voudrais insister. Tout d'abord, c'est la communication aujourd'hui qui existe dans les médias par rapport à l'agriculture et au métier d'agriculteur. Lorsqu'il y a le salon de l'agriculture, les agriculteurs on les met vraiment sur un piédestal, mais le lendemain, on a tout ce qui est agribashing. Je ne vais pas donner les détails, je pense que vous pouvez tous en avoir. Et aussi, il y a eu une mission au Sénat dernièrement sur le suicide des agriculteurs. Et donc, à la télévision, on nous montre surtout tout ce qui est agribashing ou tout ce qui est vraiment les aspects qui sont négatifs. Qui ne représentent pas la majorité, parce que les témoignages que vous venez de donner, les 6 que vous venez de donner, sont des témoignages très encourageants, et ce qu'il faudrait, et qui donnent une réalité, et il faudrait faire l'émission qu'on vient de faire, là, il faudrait la faire 1 heure de grande écoute à 20h30 sur une grande chaîne de télé, pour faire comprendre effectivement qu'il y a des métiers que les jeunes peuvent s'orienter vers ces métiers et trouver leur voie. La deuxième chose, c'est que l'enseignement agricole représente au niveau du maillage du territoire une force très importante au niveau de l'enseignement. Et que ce maillage, il faut le garder, il faut absolument pouvoir le garder. Il y a 200 000 élèves dans les 800 établissements. Exactement. Et donc aujourd'hui, il y a quelques petites idées qui sont en train de poindre, où il faudrait essayer de faire un grand ministère de l'éducation, où on pourrait rassembler l'éducation nationale, le technique et l'agriculture. Et là, je pense que c'est certainement pas la proposition que nous ferons au niveau de notre mission, parce que je ne vais pas m'avancer sur les conclusions, bien entendu. Mais hier, on a entendu des choses qui étaient assez étonnantes, où effectivement, on voudrait essayer de noyer un peu l'agriculture et l'enseignement agricole avec l'ensemble du réseau éducatif national. Et là, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut garder la spécificité de l'enseignement agricole avec tout ce que vous avez expliqué, la théorie, la pratique avec les travaux pratiques, les stages, les chantiers écoles, etc., etc. Et ça, l'éducation nationale ne le fera pas et ne le fera jamais, je pense. Elle ne sait pas le faire. Donc, voilà, elle ne sait pas le faire. Et c'est ça, je crois qu'il faut que l'enseignement agricole puisse continuer à garder. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une communication différente qui soit faite, non seulement pour l'orientation, mais aussi pour les enseignants et aussi pour le grand public. Il faut que le grand public comprenne qu'aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas toujours des exploitations de 300 ou 400 hectares avec des gens qui font n'importe quoi avec les animaux. Et qui polluent l'environnement. Qui polluent l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on n'a que ça. On vous parle que du glyphosate, on vous parle du bien-être animal, comme si les agriculteurs étaient toujours en train de maltraiter leurs animaux. Je pense que Joël, avec son troupeau, il doit le bichonner. S'il veut vendre sa viande, il faut qu'il bichonne ses animaux. Enfin, voilà, mais il faudrait qu'on montre ça au public.
Et aujourd'hui, il y a, je pense, un gros déficit de communication par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre pendant 1 heure. Merci beaucoup, Monsieur Boyer, d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'il vous permettra d'enrichir cette mission d'information. Parce qu'on voit des agriculteurs heureux, là, aujourd'hui. Les gens que je vois, là, sont des gens heureux, ne sont pas des gens qui sont proches du suicide, je ne pense pas. Donc, il faut qu'on essaye de valoriser tout ça, quoi, et ne pas rester vraiment dans un cercle qui aujourd'hui, donne une image de l'agriculture qui n'est pas la réalité. Effectivement, je pense que ce webinaire a donné une image plutôt de réussite et de parcours gagnant-gagnant entre le monde professionnel et la formation dans l'enseignement agricole. Merci à tous en tout cas, et je vais laisser à Maud Adam le soin de ce webinaire. Restez bien connectés. Oui, nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Donc, je tiens à remercier nos témoins pour leurs interventions qui vous auront sans aucun doute permis de bien cerner les interactions constantes qui existent entre les lycées agricoles et les professionnels. Des interactions garantes d'une insertion professionnelle facilitée, mais aussi connectée aux besoins des filières professionnelles, et on voit qu'il faut continuer dans ce sens-là. Nous remercions sincèrement M. Jean-Marc Boyer, sénateur du Puy-de-Dôme et président de la mission d'information sur l'enseignement agricole du Sénat, ainsi que l'ensemble des membres de cette mission, puisque ce sont 23 sénateurs et sénatrices qui sont fortement impliqués. Cette mission est une chance pour l'enseignement agricole et ses membres savent pouvoir compter sur le réseau CNEAP pour collaborer de manière efficace. Je remercie également les lycées du CNEAP qui ont répondu à nos sollicitations pour bâtir ce webinaire. Il s'agit bien d'une action collective à laquelle j'associe également Damien Blanchard et Alain Gachignard, mes 2 collaborateurs, ainsi que Sophie Orange. Merci à eux. Et puis quelques liens pour aller plus loin et découvrir un petit peu plus l'enseignement agricole et le réseau CNEAP. Vous pouvez consulter le site cneap.fr, vous abonner à la page Facebook du CNEAP, mais également à la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver très prochainement, dans les prochains jours je pense, le replay de ce webinaire. Et bien entendu, si vous avez d'autres questions, nous restons connectés. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, nous y répondrons le plus rapidement possible. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement à partir de la rentrée de septembre 2021 pour poursuivre ce cycle Réussir avec le CNEAP. Merci à tous, très belle soirée et à très bientôt.